Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en visio. Après Dimitri Berthaud, nous avons un nouvel invité, Juliane Palmieri, comment ça va? Salut, ça va? Ça va? Bah oui, nickel, merci beaucoup de m'accorder cette interview. Et je vais te poser plusieurs questions Ben, qui vont un peu retracer ta carrière en général. ok, pas de souci, avec plaisir. Eh ben, la première question, c'est comment tu as vécu le passage de ta formation du coup à Lyon, parce que tu es né dans la région lyonnaise, à tes Mhm. débuts professionnels à Bastia. Est-ce que le changement d'environnement et l'entrée dans le monde professionnel ont été un choc pour toi? Je suis né dans la région lyonnaise, mais à Lyon, c'est la préformation que j'ai fait. J'ai fait toute ma formation au Sporting. Je suis arrivé au Sporting, j'avais 14 ans, et j'ai fait mon premier match pro à 18 ans, je crois, ou 19 ans. Donc, ça s'est fait tout seul parce que mon club, même quand j'étais à Lyon, si tu veux, mon club de cœur, c'était le Sporting Club de Bastia. Donc, quand je pars de Lyon, j'avais beaucoup de clubs qui m'avaient appelé et j'avais choisi naturellement le Sporting. Et donc, j'ai été au Sporting avant de jouer en pro 5 ans, je crois. 5 ans. Donc, au final, ça s'est fait très naturellement. Alors après, comment ça s'est fait? C'est un peu, ben, c'est souvent le malheur des uns fait le bonheur des autres. Donc, forcément, c'était sur une blessure de Pierre-Yves André. Donc, je ne m'y attendais pas du tout, surtout que je m'étais embrouillé avec Casoni 2, 3 mois avant, Bernard Casoni. Et, et ça s'est fait très, très vite. Ça s'est fait un mercredi, on fait un match réserve contre pro et je suis assez bon. Et Pierre-Yves se blesse le lendemain, on n'est même pas au courant. Et le jeudi soir, on jouait le vendredi, le jeudi soir, il m'appelle pour me dire que je dois partir avec eux au Havre. C'était à l'époque le premier match, c'était contre le Havre, le Havre de Mandanda, Waro, T'étais en Ligue 1 ou en Ligue 2? en Ligue 2. À Ok. l'époque, on jouait la montée en Ligue 2. Ok, et ça t'est venu comment cette passion pour le Sporting Club de Bastia? Tu as des origines corse à la base, et pourquoi? Ouais, parce que moi, toute ma famille est corse. Donc, tout le monde est, j'allais dire Bastia, non. Tout le monde est d'un village à côté de Corté, enfin, entre Corté et Bastia, qui s'appelle Omès. Et donc, très jeune, enfin, depuis que je suis né, en fait, bah, ça parlait corse à la maison. Euh, ou italien, parce que les parents de ma mère parlaient pas français, ils sont nés en Italie, machin, donc c'était très compliqué. Ça parlait pas beaucoup français à la maison. Et, et après, on allait, voilà, j'ai grandi dans la culture bastiaise toute ma vie, enfin, du moins toute ma jeunesse, parce qu'après, bah, après, j'y étais, donc forcément. Mais toute ma jeunesse, j'ai grandi dans l'ambiance un peu corse, bastiaise. Voilà, mes grands-parents me parlaient très très peu français et euh, et quand il y avait, j'avais beau être à Lyon, quand il y avait, parce qu'à l'époque le Sporting était en Ligue 1, enfin en D1, je crois, ou à D1. Donc quand c'était l'Olympique Lyonnais Sporting Club de Bastia, j'y allais avec le maillot du Sporting. Donc pourtant j'ai toujours joué à l'OL, mais c'est comme ça, j'ai toujours été Bastiais, Tourquine, et c'est pour ça que bon, faire mes premiers matchs pro avec le Sporting. C'était un peu un rêve qui se réalisait, quoi. D'accord. Et justement, je rebondis par rapport à quelque chose que tu viens de me dire, avec du coup de la famille qui parle aussi italien. Tu pars jeune aussi un moment en Italie, à Crotone, avant de Mm. revenir en France à Istres, puis au Paris FC. Et après, tu retournes à Istres, il me semble. Ouais, c'est Et en ça. gros, c'est comment ces différentes expériences en début de ta carrière ont construit le joueur que tu es devenu après par la suite. Raconte-nous un peu. Bah, en fait, Crotone, ça s'est fait le Sporting, après ma première saison, et après mes premiers matchs en pro. Je dois signer un an plus un an pro.
Et j'ai la bonne idée de m'attraper avec un voyou, un mafieux du Sporting. Il s'est avéré que plus tard, en fait, il a pris du grade au club, je ne savais pas. Et donc lui, il a dit, bah, maintenant, c'est plus un plus un, c'est amateur ou rien. Et donc j'ai dit rien. Et je suis parti comme ça. Et j'ai fait le tour d'Europe presque. J'ai fait la Suisse, la Belgique, euh, qu'est-ce que j'ai? Tours, Tours FC. J'ai fait des essais un peu de partout. Tout le monde me disait, ouais, t'es un super joueur, mais personne ne me rappelait. Et j'arrive en juin, juillet, et Sébastien Piocel m'appelle, qui jouait à Crotone. Et il me dit, ouais, je sais que tu cherches un club, je sais que tu as largement le niveau série B. Si tu veux, moi, je te fais signer à Crotone. Et ça s'est fait comme ça. Je devais faire un essai de 4 jours. Ils m'ont fait... Donc, je suis arrivé pour le premier jour, c'était fin juin. Ils m'ont fait signer le 31 août. Donc, tu vois, un peu les Calabrais, bon, c'est un peu des margoulins. Et, au final, ça a été une série B plus qu'intéressante parce que c'est quand il y a la Juve, c'est quand il y a Naples, c'est la plus belle série B de tous les temps. Donc, j'étais Oui, c'est assez content. quand il y a eu le scandale du Calciopoli, c'est ça? Il y a la Juve C'est qui ça. était en série B et tout. Donc, tu as pu jouer des sacrés joueurs au Ah moment-là. oui, oui. Ah Ça devait être incroyable, à mon avis. ah oui, bah oui, quand tu joues contre Del Piero, Trezeguet, Nedved, bon, Buffon, j'ai joué après aussi contre, mais il y avait qui? Il y avait Camoranesi. En plus, il venait d'être champion du monde. Donc, c'était sympa, ouais. C'était sympa. Et je fais un an, je finis révélation de l'année, meilleur espoir, en fait. Mais là-bas, ça ne s'appelle pas pareil. Et, mais je me sentais pas bien, quoi, j'étais trop loin, trop loin de Bastia, trop loin de tout. Et je leur dis que je veux rentrer en France. Ils me disent OK. Et après, ils me disent non, c'est 500 000 euros. Et là, comme j'étais quelqu'un d'un peu nerveux, en fait, ben, j'ai pas trop réfléchi et j'ai frappé mon président Oui. ouais, et mon directeur sportif. Et j'ai pris un an de suspension. Donc là, ça a été un peu compliqué. Mais et après, au bout de 8 ou 9 mois, il y a Hervé Secli qui m'appelle, qui est maintenant entraîneur des gardiens, je sais plus trop où, qui m'appelle et qui me dit, et qui avait joué avec moi au Sporting, avec la réserve du Sporting, et qui me dit, ouais, Jules, je sais que tu es suspendu, mais si tu veux, moi, j'ai un club en national. Alors moi, j'étais pas trop chaud, mais je voulais rentrer en France. Euh, il me dit, mais bon, ils étaient en Ligue 2 l'année dernière, ils veulent remonter, c'est le FC Istres. C'est le coach, c'est un pote à moi, c'est Frédéric Arpinon et tout, est-ce que ça te dit? Et au final, je signe à Istres, ça se passe super bien, on monte. Et puis, comme j'avais passé un an, un an de galère, j'avais quand même bien la dalle, j'avais quand même très très faim. Donc, j'ai fait 2 belles saisons. Et voilà, ma suspension, au final, bah, c'était sûrement, encore une fois, peut-être un mal pour un bien, mais c'est vrai que c'était une période un peu galère, mais bon, ça a été à l'image de ma carrière et de l'homme que je suis, donc ça me va aussi, je le prends. Oui, bah, t'es quelqu'un de franc et entier. Toi, t'as pas forcément aussi envie je pense qu'on te mette des bâtons dans les roues ou qu'on tienne pas sa parole. Je C'est ça. n'exclus pas ce qui s'est passé avec le président, mais je veux dire, le fait qu'il t'ait dit d'un coup, c'est 500 000 euros ou tu pars pas, je peux comprendre que ça a pu te frustrer et dire, on s'était pas mis d'accord comme ça, quoi. Ouais, bah c'est surtout que moi, ça faisait longtemps qu'on s'était dit, OK, on part libre, donc j'étais conditionné aussi. Tu vois, j'étais conditionné pour partir, dans ma tête, c'était clair.
Il y avait Reims, qui était à l'époque en Ligue 2, qui venait de monter. C'était Pierre Ménez, le directeur sportif, donc, pour te dire. Et, et donc, enfin, tout le monde pensait que tout le monde était content. Et puis, au final, d'un coup, comme ça, on me dit, bah, au final, non, c'est 500 000. Euh, Là, je ne l'ai pas trop bien pris, quoi. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dans ma carrière qui se sont jouées sur la parole et sur l'injustice. Donc, je suis comme ça. Après, il y a des choses bah, qui se sont mal passées, mais il y a aussi de belles histoires. D'accord. Et au niveau de ton passage à Istres et un petit peu aussi au Paris FC, tu en gardes un bon souvenir? Très bon, très très bon souvenir. Istres, je suis toujours en contact avec Nico Usaï, je suis toujours en contact avec certains joueurs, le préparateur physique. Donc voilà, on est monté de national à Ligue 2, on a fini champion avant voilà, 4 ou 5 matchs de la fin. Donc c'était une super période. Et puis après, je décide, euh, on monte en Ligue 2, mais le coach qui était le regretté Stambouli me dit que ben, je serai pour le moment pas un titulaire parce qu'il pense que je suis pas encore prêt pour la Ligue 2. Moi, je pense le Il est contraire. de la même famille que Benjamin Stambouli? C'était son père. Ok, d'accord. Ouais. Et moi, je pense que je suis prêt. Lui me dit que non. Donc, encore une fois, ben, je décide de ne pas rester parce que je sais que j'étais prêt pour la Ligue 2. Je refais une année en national avec le PFC. Ça se passe très bien. Je suis capitaine. On rate la montée pour pas grand-chose. Vraiment une connerie, quoi. À la fin des 3 derniers matchs du championnat, je crois. Alors qu'on était à la ramasse au mois de décembre, mais on finit par. On avait une très très belle équipe. Et là, Istres me rappelle, et ils avaient failli descendre en Ligue 2, ils avaient failli descendre en National. Ils me rappellent et ils me disent, ouais, au final, c'est José Pasqualetti qui remplace Henri Stambouli. Et Nico Usa, il m'appelle en me disant, ouais, José veut que tu reviennes. Et nous aussi, donc il faut que tu rentres. Et puis voilà, j'ai fait un an au PFC et c'est comme ça que j'arrive en Ligue 2 sans être trop inquiet, quoi, parce que j'ai déjà une année en série B, 2 ans en national, 3 ans en national, enfin 1 an et demi, euh, 2 ans et demi en national, parce que je suis arrivé en milieu de saison la première année, on va dire. Et, et la Ligue 2, je savais que j'avais le niveau, donc j'étais clairement pas inquiet. Donc, j'ai jamais été inquiet, en fait, par rapport au club où j'ai signé ou le fait d'arriver en Ligue 1. J'ai jamais eu trop de pression, au contraire, moi, c'est la pression, elle me transcendait, donc ça a été une bonne chose pour moi de toujours aller au bout de mes choix. Ok. En parlant enfin, le fait de se transcender, on va passer à une question qui va te faire plaisir. Quand on parle de ta carrière, on pense forcément du coup à Bastia, après ton retour, et l'ambiance incroyable qu'il y a au stade de Furiani. Qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui quand tu repenses à toute cette période, les supporters, l'ambiance en général, les matchs à domicile, les saisons avec le Sporting Club de Bastia? Mais le premier truc qui me vient déjà, c'est la fierté, parce que, comme je le disais, c'était mon club de cœur. Quand tu joues pour ton club de cœur, ben tu te transcendes, quoi. C'est pas que tu joues plus avec le cœur que les autres clubs, mais il y a un surplus de motivation, de vouloir bien faire. Puis après, voilà, le Sporting, quoi qu'en pense maintenant la nouvelle génération de débiles, le Sporting, c'est un club à part en France. Alors, pour ses bons côtés, ses mauvais côtés, il y a aussi malheureusement la catastrophe qui fait que le Sporting, la catastrophe de Fouriane, où la tribune s'est écrasée, il y a eu 18 morts et ça fait malheureusement partie aussi du football français. C'est la plus grande catastrophe euh,
qui est arrivé dans le football français. Donc, quand tu signes au Sporting, tu signes dans un club vraiment, vraiment, vraiment spécial. Euh, et puis, tu le sens quand tu arrives, quoi. Il y a un engouement, il y a une pression permanente, une bonne pression. Et puis, à domicile, pour le coup, il y a vraiment ce douzième homme mm, qui, des fois, quand ça se passe mal, peut être un peu chaud. Mais quand tu es à domicile, tu te dois, même si tu es dans un mauvais jour, où tu rates tes passes, ou c'est possible, hein, il y a des fois où tu n'es pas dans ton match, quoi. Mais par contre, il faut que tu te mettes chiffon parce que, comme je le disais, voilà, c'est une pelouse. C'est une pelouse qui parle, quoi. Il y a vraiment eu des morts sur cette pelouse en venant voir leur club de cœur. Donc, tu n'as pas le droit de tricher, tu n'as pas le droit de, de, de pas faire d'efforts ou quand tu es sur ce terrain avec l'action du Sporting, tu te dois de te surpasser, quoi. D'accord. Et au niveau justement de ton retour à Bastia, ça s'est fait comment? Parce que là, du coup, tu quittes Istres. C'était prévu à la base ou pas? Ou c'est le Sporting qui est venu faire une offre? Ah, bah, c'est fou parce qu'en fait, euh, ma dernière année à Istres, je la commence avant de commencer le championnat, enfin la Coupe de la Ligue, parce que une semaine avant le championnat, il y a le premier tour de Coupe de la Ligue à l'époque. Et donc on joue premier match Coupe de la Ligue Bastia à Istres, premier match de championnat Bastia à Bastia. Et on joue contre eux en préparation. Et donc c'était ma dernière année à Istres, de dernière année de contrat et en prépa. Très rapidement, voilà, on se dit bon bah on va se retrouver, quoi. Et on était avec le président, certains joueurs, et on se dit, je finis mon année et puis je viens. Mais c'était clairement pas prévu que le Sporting monte en Ligue 1, hein. Il venait de monter en 2 nationales. Euh, C'était à des années-lumière de se dire qu'on allait jouer en Ligue 1 l'année d'après. Mais on se dit très rapidement, au mois de juin, que l'année d'après, je suis au Sporting. Et premier match de Coupe de la Ligue, donc on les reçoit, on gagne. Et ça se passe très mal en termes d'ambiance, quoi. Il y a un de nos joueurs qui marque et qui va les chambrer sur le banc. Donc forcément, très mauvaise idée. Donc début d'échauffourée. Surtout qu'une semaine après, on allait chez eux. Donc bon, ça allait être un peu tendu. En plus, ce joueur fait le blessé et ne vient pas à Bastia. Donc forcément, on était un peu attendu. Et donc, voilà, et après, on est arrivé avec le bus. Bon, il y a une vitre qui a cassé. Moi, je prends carton rouge. Euh, donc, voilà, après, je fais un interview où je dis que les supporters qui ont cassé le bus n'ont pas réfléchi. Donc, je me fais insulter sur les réseaux déjà, sur les forums et tout, par les supporters du Sporting, alors que je savais que moi, j'y allais l'année d'après, quoi. Et le président m'appelle et me dit, mais Jude, qu'est-ce que tu fais? Tu es complètement fou, qu'est-ce que tu parles comme ça? L'année prochaine, tu es avec nous, comment on va faire? Et moi, voilà, pareil, quoi, je n'étais pas inquiet, je disais juste ce qui s'était passé. Euh, et puis, je me disais aussi que ça pouvait aussi me mettre un peu de pression et qu'il fallait pas que je me rate. Donc, il fallait toujours que j'ai un objectif. Et au mois de décembre, on se met d'accord et je dois signer. Et donc, je suis annoncé de partout, encore ce matin, comme quoi j'arrive et tout et tout.
Moi, je fais une interview pour une radio du Sud euh, où je dis, ouais, bah, c'est mon dernier entraînement avec le FC Istres. Après, je m'en vais et tout. C'était le 1er janvier, je crois. Et au final, non, l'UNFP, la DNCG refuse mon contrat parce que il manque des papiers. Et donc, je finis la saison avec le FC Istres. Et là, c'était compliqué parce que comme tout le monde savait que j'allais au Sporting, certains supporters, ils ne les avaient pas oubliés. Donc forcément, j'ai eu 6 mois compliqués, quoi, avec des appels toute la nuit. Quand tu vas arriver, machin, on va te crever. Bon, voilà. Moi, ça me faisait plutôt rire qu'autre chose. Et puis encore une fois, ma première interview, quand je signe, je dis, moi, je suis pas inquiet, quoi. C'est à moi de me bouger le cul. Et si je fais 3, 4 bons matchs, ben ça va se retourner. Et puis tout le monde sera avec moi et tout sera oublié. Et puis tout ira bien. Et puis, voilà, sur les 3 premiers matchs, je crois que je fais 3 passes décisives, 3 ou 4 passes décisives. Et à la fin de l'année, je suis élu meilleur joueur de l'équipe par les supporters. Donc, tout s'est bien fini. Alors là, tu as répondu présent sur le terrain, tu pouvais pas faire mieux sur ça. Exactement, il fallait que je réponde sur le terrain et pas autrement, quoi. Parce que la parole, ben, j'avais déjà parlé, j'avais dit j'avais dit quelques conneries, et donc il fallait que je rétablisse un peu il fallait que je remette l'église au milieu du village, comme on dit. Et ça, il y avait que sur le terrain que je pouvais le faire. Donc, bah, c'est ce que j'ai fait. Ok. Maintenant, on va parler d'un autre sujet. C'est un match référence où j'ai vu une story d'ailleurs de ce but de toi, sur ta story, pardon. Ce match contre le PSG où tu mets un doublé. Hein. Et est-ce que c'est un peu le sommet de ta carrière, ce moment, ou il y a un autre moment qui t'a un peu plus marqué? Déjà, raconte-nous. Et puis raconte-nous s'il y a un meilleur moment pour toi dans ta carrière aussi. Bah, C'est un bon moment personnel, c'est peut-être pas le meilleur moment collectif, mais voilà, personnellement, oui, c'est mon plus beau moment, forcément, parce que tu mets 2 buts au PSG pendant l'ère Qatari. Oui, surtout un des buts est le plus beau de l'année, donc forcément, bah, tu planes un peu. Donc personnellement, oui, c'est le plus beau moment de ma carrière. En tant que joueur à l'instant T. Après, parce qu'il y a un contexte aussi, parce qu'on perd 2-0, parce qu'on est dernier, parce qu'on ne gagne plus depuis des mois et des mois. Eux ne perdent plus depuis des mois et des mois, ils sont premiers. Euh, à chaque fois qu'on joue contre eux, ben, on s'en prend minimum 4. Donc, bon, au bout de 20 minutes, il y a 2-0. Euh, on arrive à revenir à la mi-temps, et c'est vrai qu'à la mi-temps, et ça, je sais pas pourquoi on était comme ça, mais à la mi-temps, on savait qu'on n'allait pas perdre le match. Et bon, alors, on ne savait pas comment ça allait se passer, encore moins moi. Mais, euh, mais bon, voilà, il s'est avéré que j'étais là au bon moment, que les planètes étaient alignées, et il y a eu ce missile, quoi. Et après, moi, j'aime bien mon deuxième but aussi parce que c'est moi qui récupère un dégagement. Je suis un attaquant de pointe, je finis en neuf et je fais un appel au bon moment. Le ballon qui me donne le jeune Abdou Keïta est parfait, je vais le chercher. Donc là, j'en profite un peu plus parce que c'est à la 87e ou 8e. Je sais qu'il y a, à part une catastrophe, voilà, on a gagné le match. Je nous connais, je sais que 4-2 chez nous contre le PSG, on lâchera pas le morceau. S'il faut finir à 7, on finira à 7. Donc, bon, bah, voilà, j'en profite un peu plus. J'ai plus de souvenirs, par exemple, de l'après-but que du premier, quoi. Le premier, franchement, c'est un borne, voilà, c'est un trou noir total. S'il n'y a pas Internet, je suis incapable de te dire ce que je ressentais à l'instant T, quoi.
Ok, et c'était qui le coach au moment-là et qu'est-ce que vous êtes Justin dit à la Printemps. mi-temps? Ok, Ghislain Printemps, vous êtes dit quoi à la mi-temps? Parce que tu disais que vous saviez que vous n'allez pas perdre le match. Entre Qu'est-ce que vous joueurs, êtes on le savait. Entre joueurs, on le savait, on se le disait, que maintenant qu'on avait fait le plus dur, il était hors de question de lâcher, quoi. Qu'on était des morts de faim. Là, on avait une équipe vraiment, il fallait être costaud pour venir nous bouger parce que quand on était comme ça, derrière, on perd plus pendant 14 ou 15 matchs. On perd la finale de la Coupe de la Ligue. Voilà, c'est le seul match qu'on perd contre le PSG d'ailleurs. Mais sinon, derrière, on perd plus, quoi. Et là, parce que dans les vestiaires, à 2-2 entre joueurs, on s'est dit qu'il était hors de question qu'on laisse le match à la maison contre le premier. Il fallait qu'on soit plus fort qu'eux ou du moins plus méchant qu'eux dans tous les aspects euh, du football. Donc, ça passait par un dépassement de soi, quoi. Obligé. C'est contre le PSG, quand tu es le Sporting Club de Bastia, il y a un moment donné où, ben, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut que les planètes s'alignent, il faut qu'il y ait un dépassement de soi. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, tant mieux pour nous. D'accord. Bah, c'est vrai que je me rappelle quand j'ai vu ce match-là, c'est vrai que ça m'avait impressionné. Je me suis dit déjà, Bastia qui bat le PSG. Et quand j'ai vu les buts, j'ai dit, franchement, les 4 buts, je me rappelle pas de tous les buts, mais en tout cas, il y en a au moins trois qui sont vraiment beaux, les deux que tu as marqués, plus un autre. Mais non, ça m'avait impressionné. Parce que comme tu l'as dit, c'était quand même un. Bah, en Ligue des Champions, le PSG avait eu du mal et n'avait pas encore gagné sa Ligue des Champions au moment-là, mais en Ligue 1, c'est vrai qu'ils écrasaient tout le monde. Et le fait que, comme tu dis, vous êtes dernier, vous Ouais. n'avez pas gagné un match depuis longtemps, et battre le PSG, bah, ça a été un coup de boost, comme tu as dit. Après, vous avez enchaîné les matchs, vous avez fait Ouais. une finale de Coupe de la Ligue, et Ouais. le mérite vous revient. Ben, notre, je vais pas dire notre championnat démarre là, mais euh, on a eu une Vous vous, prise de sau- vous vous confiance. sauvez à la fin d'ailleurs ou pas? Vous vous sauvez Ah ou oui, pas? on fait plus que se Ouais. sauver. On finit, euh, je crois qu'on finit 10e, je crois, et on est à 5 ou 6 points d'une Coupe d'Europe. Donc, on fait, ou 9e, je crois, mais on fait une fin de saison de dingue, de dingue. Et, et voilà, on avait eu une prise de conscience, on s'était dit qu'on était capable, quoi. Il y avait des joueurs, enfin, on avait des joueurs, quand tu regardes l'équipe, voilà, Boudebouz, Guillaume Gillet, Toto Schillaci, Modesto, qui avait Cahuzac? Giovannicio, Cahu, euh, Floyd Haïté, enfin, on avait que des gros joueurs, presque que des super joueurs. Donc, il y avait certains joueurs qui avaient un peu plus de pression, comme Floyd, Haïté, Riyad, qui avaient beaucoup de pression sur eux parce que ils se disaient que il fallait pas qu'ils se ratent, parce qu'ils avaient une réputation de beaux joueurs, alors qu'au Sporting, alors c'est vrai qu'on a toujours eu cette chance d'avoir de beaux joueurs, mais il fallait d'abord un esprit de guerrier, quoi. Et c'est ce qui nous avait un peu manqué. Et là, d'un coup, on s'est transformé. On s'est transformé et à ce moment-là, je sais pas, dans la tête, on s'est senti intouchable. Et au final, on a bien fait parce qu'on était 20e et je te dis, on a fini 10e ou 9e, je crois, je sais plus. Ok. Et ben maintenant, on va passer à une nouvelle question. Après ton aventure à Bastia, tu rejoins le LOSC et après le FC Metz. FC Ouais. Metz, qui est le club de ma ville. C'est comme ça que moi, j'étais particulièrement connu. Je t'ai vu au stade. Comment tu as vécu ces étapes de ta carrière et quel regard tu portes aujourd'hui sur tes passages là-bas? Et après, bah, j'avais une autre question, mais déjà réponds à celle-là et après, on va passer sur un autre moment au FC Metz aussi. Ouais. Bah, au Sporting, en fait, la dernière année, c'était trop, en fait. Je mangeais plus trop, je dormais très mal parce qu'on jouait plus que pour du foot. Ceux qui étaient de là-bas, ceux qui étaient formés là-bas, on n'était plus payés. Je sentais que Ah, vous ça étiez allait plus plus payé? trop.
Vous étiez plus Non, payé. on a eu des mois, des 3 mois sans salaire. Mais comment ça se fait? Parce que le club attendait de l'argent ou parce que les dirigeants ont mal géré. Et nous, il y a des mois où on refusait d'être payé pour que ceux de l'extérieur, ceux du continent, ceux qui venaient d'autres clubs le soient, les gros salaires. Donc on préférait qu'ils soient payés eux avant nous pour pas pour pas qu'ils soient trop déçus ou quoi. Et ça, j'en ai eu un peu marre à la longue. Ils me font une proposition presque irrespectueuse ils me proposent, donc là, c'est ma dernière année, ça fait 4 ans que je suis en Ligue 1, je suis le joueur de Ligue 1 qui a le plus joué sur les 4 ans. Donc, ils me font une proposition, je crois que c'est 1 + 1, voilà, quoi, avec une réduction de salaire. Je me dis non, mais j'appelle le président, je dis mais tu plaisantes ou... Et puis Lille arrive à cette époque-là, ils font la Coupe d'Europe. Euh, je me dis, ben ouais, c'est le moment, quoi. Tu as 30 ans, il est temps de passer à l'étape supérieure. Et j'arrive à Lille, j'ai un peu du mal au début parce que ben, je quitte mon club, parce que je quitte mes amis, ma famille. Donc, bon, ça a été dur un peu au début, les premières semaines. Et après, ça a commencé à aller de mieux en mieux. Et puis, au final, Michel Sédou vend le club à ce fameux Gérard Lopez, le plus gros menteur que la Terre ait connu, qui arrive avec Luis Campos et il change tout. Après, au mois de janvier, je te dis, voilà, je crois que c'est le 4 janvier, ils font signer Passy, Franck Passy en tant que numéro un. Donc lui, il pense que ça va être le numéro un pour cette année et l'année qui arrive. Et le lendemain, ils officialisent Marcelo Bielsa pour l'année d'après. Donc c'était un bordel pas possible. Bielsa invente le loft. Euh, je suis dans le loft. Tous ceux qui avaient plus de 30 ans étaient dans le loft, en fait. Ils ne voulaient pas de trentenaires. Et, euh, et la même année, ma mère meurt. Donc là, je me suis dit, bon, j'arrête, c'est bon, ça me saoule. J'avais 31 ans. Euh, j'étais fusionnel avec ma mère, donc c'était plus possible pour moi de jouer. J'avais plus la tête à ça. Et quand arrive, il me fait une proposition de 3 ans, je leur dis OK. Euh, et après, je leur dis, écoutez, finalement, laissez-moi encore je signe, mais laissez-moi une petite semaine pour redescendre, parce que voilà, parce que j'avais pas fait mon deuil, je voulais vraiment couper, parce que j'en avais besoin. Ils me disent oui. Et 2 jours après, ils me rappellent en me disant que finalement, non, ils veulent que je vienne de suite. Euh, alors après, j'ai su que c'était parce que mon agent leur mettait la pression pour toucher la commission. Mais encore une fois, moi, je l'ai mal pris parce que voilà, tu me dis oui, et puis c'était quand même pour. Tu me dis oui, et puis moi, je te demande ça, pas pour sortir en boîte ou partir en vraies vacances, quoi. C'était vraiment parce que je voulais vraiment me faire le vide et presque un peu faire mon deuil pendant une semaine, 10 jours, et après, je serais venu, quoi. Mais je l'ai très mal pris et je leur ai dit, écoutez, moi, il n'y a personne qui me fixe d'ultimatum. Donc, le contrat, vous pouvez le déchirer, j'arrête. Et donc, je vais pas à Caen et j'arrête. Pour moi, j'arrête le foot et je me dis, le seul coach qui me fera reprendre le foot, c'est Fred Hans. Mais quand je dis ça, Fred, il n'a pas de club. Enfin, il est prévu nulle part, quoi. Donc, je me dis, bon, je suis serein, quoi. Ouais, c'est Euh, quelqu'un qui a vraiment compté pour toi, Frédéric Hans. ah ouais, 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 Fred Hans, ouais, ouais. Ouais, ouais. D'ailleurs, Il je a l'ai quoi? eu il y a Hmm. 1 mois ou 2 au téléphone. On est resté pendant presque 2 heures au téléphone. Il a quoi de plus par rapport à un autre entraîneur? C'est quoi? C'est Ben, son côté humain? ouais, il me connaît par cœur, en fait. Il me connaît par cœur, il sait quand ça va, parce que je suis quand même très spécial. Enfin, quand joueur, j'étais quand même très spécial. Il y a des moments où
où ça allait pas, où j'étais énervé, et lui, il le sentait très bien. Donc, je dis ça comme ça. Et puis, au mois d'octobre, Metz à 3 points, fin octobre. Et Fred Hans arrive le mardi matin. Et le mardi midi, il m'appelle en me disant, j'ai besoin de caractère dans ce vestiaire. Il faut à tout prix que tu m'aides. Il faut à tout prix que tu viennes et qu'on se fasse une mission commando, quoi. Euh, Moi, c'était pas prévu. Moi, j'étais chez moi à Bastia avec ma femme. Donc, là, je réfléchis un peu quand même, pas longtemps, parce que avec Fred, je voulais pas le décevoir. Donc, j'en parle à ma femme et je lui dis, bon, ben, on se fait 1 an à Metz, si on les sauve, et puis après, j'arrête. Et je le rappelle 1 heure après, je lui dis, allez, OK. Et le lendemain, j'arrive à Metz. Et, euh, et c'est vrai qu'il y avait du boulot dans le vestiaire, quoi. C'était pas la meilleure ambiance que j'ai connue, mais très vite, je me suis imposé comme un leader de vestiaire. Et on avait 3 points. Et au mois de décembre, janvier, au final, il y a un moment où on s'est dit, putain, on a espéré, quoi. On est remonté, on n'était pas très loin des barrages. Je crois qu'il y avait déjà les barrages. Euh, alors que, franchement, personne n'aurait mis une pièce à l'époque, en octobre, novembre, pour nous dire qu'on allait se sauver. Et là, au final, on se retrouve et on se dit, putain, si on ne foire pas les choses, il y a moyen de faire quelque chose de bien. Et puis, euh, et puis au final, on n'y arrive pas. Ça finit, ça se finit pas très bien parce que je m'embrouille avec, je sais plus comment il s'appelle, le directeur sportif. Philippe Gaillot? Gaillot, voilà, j'allais dire David Gaillot, Philippe Gaillot, et je pars, voilà, j'avais plus rien à dire à qui que ce soit, donc je me casse comme j'étais arrivé, sans un bruit, j'ai pris mes affaires et je suis reparti, quoi. D'accord, bah justement, avec Philippe, je pense que tu t'embrouilles. J'avais vu une vidéo justement par rapport à ça. C'était par rapport à justement à la prochaine question. C'était le match face à Toulouse. Moi, j'y étais au stade. Vous faites 1-1. Tu nous Hum. fais, tu nous fais ce tacle glissé digne des plus grands. Et je t'avoue que sur le coup, j'ai vraiment pas compris parce que le match, je crois, on le maîtrisait bien. On Et, le euh, maîtrise bien, on gagne 1-0. et le carton rouge, bah du coup, après, on a subi, on s'est fait égaliser. Mais explique-nous un peu ce geste. Moi qui est Parce qu'en supporter, fait, j'aimerais bien comprendre. Gradel, il était côté gauche, donc moi j'étais arrière gauche, lui il était à l'opposé. Euh, et il s'amusait un peu trop, quoi. Il faisait un peu trop ce qu'il voulait. Il prenait le ballon, il driblait. Après, il allait dans l'axe. Il faisait pareil. Il venait pas trop sur mon côté. Et on marque. Mais voilà, il était trop libre. Il faisait trop ce qu'il voulait. Et donc, il vient sur mon côté. Et moi, d'entrée, je viens. Je lui dis, écoute, moi, tu fais pas comme tu veux sur mon côté, comme tu es en train de faire. Si tu veux commencer à faire tes gris-gris, je te coupe en deux. Et euh, et il y a le ballon qui arrive sur lui très peu de temps après. Voilà, je me dis, je vais marquer mon territoire. Comme ça, c'est fait. Je lui mets une belle boîte et puis on n'en parle plus. Et c'est vrai que j'arrive très vite, très fort. Mais si tu regardes bien les ralentis, alors les deux pieds sont Ju- décollés Justement, ouais, ce que j'allais te dire, j'ai revu le ralenti. Et à la VAR, en vrai, je pense qu'il peut y avoir discussion peut-être. C'est parce un que j'arrive, éventuel j'arrive les plutôt deux pieds carton jaune. décollés. Mais au final, je le touche presque pas, voire même pas, je crois. Alors lui, Gradel, c'était son habitude, quoi. C'était de se rouler par terre et de faire la pleureuse. Mais au final, moi, d'ailleurs, tu le vois, le ballon, il part parce que je prends le ballon de plein fouet, quoi. J'attrape le ballon, lui, je le touche pas trop. Et je le touche même pas, je crois. Et quand je me retourne et que je vois l'arbitre arriver en courant comme un cow-boy, je me dis, bon, allez, c'est bon, j'ai compris. Et je prends rouge direct. Et là,
Et là, Gaillot, il lâche une phrase, il dit on n'ira pas à la commission parce qu'on peut pas excuser l'inexcusable. Et cette phrase-là, je suis allé le voir le lendemain, je lui ai dit tout le bien que je pensais de lui. Et après, j'ai fait une interview où j'ai dit ben, moi, je pardonne pas l'impardonnable. Je serais resté en Ligue 2, franchement, parce que je m'y plaisais. J'étais bien, j'étais vraiment bien à Metz. J'aimais les gens, j'aimais la ville. Je serais resté, mais rien que pour cette phrase, rien que pour ce personnage, je me casse. Et je suis parti. Et, Et au et final, Fred Hans et Bernard Serin, ils t'ont dit quoi par rapport à ce carton rouge? Parce que Gaillot, il t'a pas soutenu, mais eux, ils ont préféré ne pas dire grand-chose. Ils ont rien dit. non, 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 Fred, bah, Fred, il me connaissait très bien. Bref, Fred, il Et t'a puis après, après coup, on a revu aussi les images. Donc, ils ont bien vu que c'était pas non plus l'attentat du siècle. Donc, Fred, il me dit, est-ce que tu avais besoin de faire ça? Alors, je lui dis, obligé, non, mais bon, il fallait quand même marquer mon territoire. Ouais, tu lui as expliqué l'histoire avec Gradel, quoi. Voilà, et puis Fred Hans, voilà, il m'avait dit aussi contre Rennes à Bastia, euh, Pitroy pas, je veux que le premier ballon, tu le fasses valser, quoi. Et donc, Pitroy pas, au bout de moins de 30 secondes de jaune, de jeu, je prends carton jaune. Parce que premier ballon, je l'ai envoyé dans les tribunes. Donc, Fred, il était aussi comme ça, un peu à l'ancienne. Donc, moi, je voulais marquer mon territoire, il l'avait compris. Je l'ai fait de façon un peu brute, un peu maladroite, mais je m'en suis voulu, beaucoup, beaucoup voulu, parce que bah, après, tu l'as dit, voilà, ils égalisent et puis ils poussent et on passe pas loin de la défaite. Donc, ce match, il était clairement pour ma gueule. À une époque où on pouvait encore se sauver. Donc à partir de là, ça a été très compliqué. Après, on joue. Après, je me fracture la cheville euh, contre Angers. Et je pars sur ça. Je pars sur ma fracture de la cheville. Euh, Tout le monde pensait que je faisais exprès pour plus rejouer, alors que pas du tout. Je m'étais vraiment fracturé le pied. Et au final, je pars de Metz comme ça, quoi, sans un bruit, juste en disant, ben, tant que, voilà, maintenant que Gaillot, il a eu ce qu'il voulait, il se démerde, quoi. Moi, humainement, ça collait pas et j'étais venu pour Fredance. Et comme Fredance avait fait une conférence de presse où il disait, le dernier match, où il disait que c'était sa dernière partie avec le FC Metz, ben moi, je savais très bien que c'était mon dernier match aussi et que je partirais. Donc, j'étais venu pour Fredance et je suis parti aussi avec Fredance. Ok. Tac. Eh ben, écoute, maintenant, je vais passer à une dernière question. C'est après Dis-moi. avoir vécu le football de l'intérieur pendant des années. Aujourd'hui, tu me dis si je me trompe, dans une sorte de rôle d'analyse et de recul, hein, avec ta chaîne TikTok, tu l'as lancée il y a combien de temps, par exemple? Bah, je l'ai lancé en deux fois, en fait. Je l'ai fait il y a 3 ans. Ça s'appelait Carton jaune. Après, j'ai arrêté parce que je vais aider un club. Je vais aider un club amateur en Corse, le club d'un pote à moi. Donc, j'étais fatigué et tout, donc ça m'avait un peu gonflé. Et je l'ai reprise début de saison, là, avec coup d'envoi. Et par contre, là, je fais tout ce qui est football, évidemment, mais pas seulement le terrain. Moi, je veux vraiment que les gens connaissent un peu le milieu du football. C'est-à-dire, bon, bien évidemment, il y a des joueurs, j'ai pris des coachs, mais il y a aussi, j'ai fait venir des journalistes, j'ai fait venir des consultants, Riolo, j'avais fait venir Paga, j'avais fait Alex Ruiz, j'ai fait venir, j'ai fait venir quoi? J'ai fait venir des préparateurs physiques, euh, des supporters de plusieurs clubs. Là, je vais essayer de faire un médecin, l'un des meilleurs médecins, si ce n'est le meilleur médecin de l'équipe de France. Donc, j'ai fait Olivier Giroud. Voilà, je fais tout en fait. Je veux que les gens puissent vraiment
se rendre compte que le football, c'est pas seulement des footballeurs que tu ranges dans un casier et que tu ressors le samedi soir à 21h, quoi. Euh, les réseaux sociaux aussi, j'avais fait venir des mecs j'ai fait Romain Molina, par exemple, tu vois, pour savoir un peu comment ça se passait, comment il avait ses infos et tout. Donc voilà, je fais une émission où j'enveloppe tout ce qui est en rapport avec le football, pas seulement le terrain et les footballeurs. Ok, t'es une sorte de forme un petit peu de journalisme, un petit peu, non? Ouais, de journalisme, pas trop, Amateur, parce que amateur, parce que tu fais un peu des interviews ouais, en je amenant fais des des personnes, interviews. Je des fais des interviews, et interviews, puis, mais c'est surtout une ambiance, c'est vraiment une bonne ambiance, quoi. C'est oui, pas oui. le truc, voilà, où ça se vous voit, ou non, tu vois, il y a des trucs où on rigole. Moi, à la fin, dès que je peux, je fais monter des gens, tu vois, qui regardent l'émission, et peut-être que dans leur vie, jamais ils auraient pu parler à Olive, peut-être, ou à Daniel Riolo, ou à des gens que j'ai eus, quoi. Et eux, ils sont super contents. Je les invite et comme ça, tout le monde se mélange, supporters, anciens joueurs, joueurs, journalistes, et puis ça fait une très bonne ambiance et c'est ce que je voulais, quoi. Et puis moi, bon, il n'y a pas de langue de bois, donc, donc je suis assez content de cette émission. Je suis assez content parce qu'elle me correspond, donc ça va. Ok, bah c'est comme ça d'ailleurs que je t'ai découvert. Je crois que tu étais en train de regarder un match du Sporting Club de Bastia, justement, Ah oui, quand, quand je t'ai j'étais- envoyé un message, justement, pour pouvoir c'est faire vrai. cette interview. Et est-ce que t'as regardé le match de Lille, là, avant ou pas? Là, Ouais, ils se sont qualifiés. Je sais pas si tu non, as vu. je n'ai pas regardé parce que je t'ai dit, aujourd'hui, ça a été Oui, la oui, course. oui, tu m'as dit. Et non, j'ai pas regardé, j'ai pas regardé. C'est l'un des premiers matchs que je regarde pas de Lille d'ailleurs, je crois. Parce que bon, je regarde beaucoup Lille parce que c'est mon ancien club et aussi parce qu'il y a un très bon ami à moi qui est Olivier Giroud. Et donc, Hmm. je fais une pierre deux coups, quoi. Mais non, là, j'ai pas regardé Et tu pour le regardes coup. Metz des fois ou pas du tout? Oui, bah, oui, quand même. Tous mes anciens clubs, je regarde. Bon, là, c'est un fléau, en fait. C'est un J'arrive pas à éternel comprendre. recommencement. Ouais, ouais, j'arrive pas à comprendre. Comment tu peux être au-dessus en Ligue 2 à chaque fois, et arriver avec presque les mêmes joueurs et ne plus savoir faire une passe. Et encore, je trouve que cette année, c'est encore plus frustrant parce qu'il y a vraiment de bonnes choses. Mais par contre, ça se concrétise pas. Il n'y a pas de but, il y a pas de finition, il y a pas de réel buteur. J'ai l'impression de parler aussi du Sporting, tu vois, c'est la même chose. Mais c'est vrai que cette année, elle est très frustrante parce qu'il y a vraiment de la qualité, mais ça décolle pas. Et je pense que ça va pas décoller. Même si Non. Benoît fait tout son possible pour. euh, Après, Benoît, c'est un pote, mais j'ai été aussi très surpris du choix de Benoît de prendre le coach des derniers de Ligue 2. Quand tu es dernier de Ligue 1, c'est très surprenant. Donc, Je t'avoue que moi bon. aussi, bah après, bon, j'espère qu'ils vont se maintenir, mais j'ai pas vraiment compris parce que du coup, il y avait des noms qui circulaient, il y avait Derzakarian, il y avait, euh, il y avait Camboiré, non? Pascal Duprat, il y a Comboiré qui avait rencontré Bernard Serin, mais ça c'était avant les trois victoires d'affilée qu'on avait fait. Ouais. Et justement, grâce à ces trois victoires, le Mignon il s'est pas fait tout de suite éjecté, et sinon je pense que ça aurait été certainement Comboiré. Donc après, j'espère que Benoît Tavenot va réussir à nous sauver, mais le problème, comme tu dis, c'est que j'ai l'impression que ça va jamais décoller. Et pourtant, j'y crois à chaque match, hein, j'y vais à fond. On est souvent vite déçus, quoi. Non, mais c'est vraiment surprenant, je te jure. Alors après, moi, je trouve que j'ai toujours trouvé très dur les supporters avec le président. C'est Ouais, ça vrai c'est qu'il vrai. Il y a deux parties souvent avec le président. Il y en a qui le remercient d'avoir toujours mis aussi bah, l'argent aussi pour qu'on puisse être carré au niveau de la DNCG. Et il y en a qui justement lui reprochent de ne pas assez mettre d'argent pour pouvoir acheter des meilleurs joueurs. ouais, mais quand on regarde.
le club, il a grandi petit à petit quand même. Il a un centre d'entraînement, chose que nous, on n'avait pas. Le stade, il a fait aussi quelques travaux. Euh, il il s'investit quand même dans le club. C'est pas quelqu'un qui laisse le club à l'abandon et advienne que pourra. Donc, c'est vrai que par rapport aux joueurs, il faut faire des trouvailles de fou. Alors en ce moment, c'est la Géorgie parce que c'est la mode et parce qu'il y a des bons joueurs. C'est souvent aussi avec l'académie. Euh, je sais plus où elle est. Je crois elle est au Mali ou au Sénégal, je sais plus. Sénégal, c'est Voilà, À Dakar. voilà. Donc c'est souvent les mêmes profils, malheureusement. Et peut-être que c'est là où le bas blesse, c'est que tu dois te dire peut-être que ces profils-là, ben, finalement, c'est peut-être pas les bons pour un club comme Metz et la Ligue 1. Donc peut-être chercher ailleurs d'autres profils. Euh, je sais pas, j'essaie Le problème, de... c'est qu'en fait, c'est dès qu'on a des bons profils aussi, on les vend. Par exemple, Idriss Gueye, ici, Idriss Gueye, l'année dernière en Ligue 2, il a joué une demi-saison, Très on l'a bon. vendu. On l'a vendu, je sais plus, je crois, on l'a vendu quand même au moins 10 millions, un truc comme Ouais. ça. Et puis voilà, là, Brian Maggio, il est pas sénégalais, mais par contre, il a même pas fait, je crois, il a fait 5 matchs, même pas marqué, on le vend 12 millions. En fait, Ouais. le problème, c'est que dès qu'on peut vendre aussi, on vend. C'est Donc voilà, compliqué. après, moi, je suis pas. Il y a un éternel renouvellement d'effectifs tout le temps. Euh, c'est compliqué, question stabilité, le FC Metz, hein. Après, Ça permet de au vivre des moins, ça fait émotions une fois sur deux, au moins. au moins, tu sais que qu'une année sur deux, ben, tu vas vivre une montée. Ah, c'est Mais bon, ça. après, mais non, mais c'est. Après, j'avais aussi signé à Metz parce que c'est un club qui a une identité forte aussi. Et parce que moi, je peux pas signer dans un club moribond, quoi. Je me ferais chier, en fait. Et je peux pas ça. Et le FC Metz, c'est un club aussi qui a une histoire aussi. On parle souvent de la victoire contre le Barça, mais c'est vrai que voilà, il y a l'époque des Ah, Pépé ouais, Flingueurs, enfin, ça. tu vois, tout ça. Et puis la Lorraine, moi, ben, voilà, j'adore l'histoire. Donc forcément, c'est une région que j'apprécie particulièrement. Donc, il y avait plein de choses qui faisaient que ben, je me sentais bien. Et, et j'ai aucun regret au FCMS. Peut-être ce tacle qui a peut-être tout changé par rapport au FCMS, parce que peut-être que si je ne l'avais pas fait, ben, je serais resté et j'aurais vécu de belles choses. Peut-être ce tacle, mais sinon, j'ai jamais triché, quoi. Au contraire, j'ai tout fait pour revenir plus vite. J'ai travaillé très vite dans mon coin pendant 3 semaines, en faisant que du physique pour revenir, pour aider le club. Je ne jouais pas, mais j'étais quand même dans les vestiaires tout le mois d'octobre pour maintenir le groupe et tout. Donc non, j'étais bien, hein, j'étais bien. Ma femme était bien aussi. Donc ça reste un bon souvenir, mais ça reste un bon souvenir. Après, c'est un club particulier, quoi. C'est vrai que depuis j'allais dire 10 ans, mais c'est peut-être plus que ça. Ça fait le yo-yo. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et c'est vrai que pour les supporters, ça doit être frustrant à mort, quoi. C'est ça. Moi, j'ai connu que ça. Malheureusement, je suis né en 98, donc j'ai pas pu connaître les belles époques. Mais après, c'est comme ça. Moi, mon club, je l'aime comme il est. Je pense que tu peux savoir ce que ça fait avec toi, avec Bastia. C'est exactement ça. Quand tu as un club dans le cœur, j'ai presque envie de dire malheureusement, ben, tu dois faire avec, quoi. Et ça a son lot de bonheur, comme ça a son lot de boulets. Et que ça soit ben, le Sporting cette année ou le FC Metz, d'ailleurs, ils sont exactement dans le même cas. Euh, Quoi qu'il arrive, on aime le club et on ira jusqu'au bout pour les aider, quoi. Et moi, demain, je vais au match. Après, ben voilà, quand c'est à l'extérieur, ben justement, tu l'as dit, je fais ma petite émission.
où je commente, enfin je commente, c'est même pas je commente, je parle du match avec des gens, qui sont, avec moi sur internet, qui regardent l'émission. Après tous les matchs, je fais un débrief, où je donne mon ressenti. Alors malheureusement, très souvent, c'est pas jojo, mais mais c'est voilà, c'est des clubs un peu spéciaux, quoi. Ils ont une histoire, ils ont un vécu et nous, tous supporters, tous passionnés, on aimerait que ce vécu revienne et retrace le chemin, que jadis, nous faisait, tant rêver. Mais que ça soit Metz ou Bastia, pour le moment, ben, c'est plus, un chemin, semé d'embûches qu'un chemin tout beau, tout rose et tout propre. Mais c'est la vie d'un club de foot. Donc peut-être qu'on va manger notre pain noir pendant 10, 15, 20 ans. Et puis peut-être que comme des cons, à 50 balais, on dira, bah voilà, aujourd'hui ils sont en Ligue 1, costauds, pérennes, mais nous on a connu, comme disent les anciens, nous on a connu nos clubs en pleine galère et on était là quand même. Donc on verra. Quand tu regardes la nationale aujourd'hui, tu prends peur parce que tu vois les équipes en nationale, c'était que des clubs de Ligue 1 presque. Donc, tu te dis, bon, le foot, ça va vite, quoi. Le foot, ça va vite. Et tu peux te dire aussi que Metz, je crois, il n'y a pas si longtemps, a connu le national. Le Sporting, encore moins longtemps, a connu le national. Donc, tout va très vite, tout va encore plus vite maintenant, malheureusement, avec l'argent. Et, et un grand philosophe a dit un jour, le football a changé. Euh, le football a vraiment changé. Le football a vraiment changé. Alors, pour ma part, je pense qu'il n'a pas changé en bien, mais il a changé. Et il faut faire avec, il faut vivre avec son temps, malheureusement. Eh bien, écoute, merci Julian, merci pour cette interview, ça m'a fait vraiment, vraiment plaisir. On a pu découvrir plein d'anecdotes et vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir. Merci beaucoup. Mais merci à toi de m'avoir invité, c'était cool. Et puis à la prochaine. Ciao Hugo, ciao. Je te souhaite bonne chance pour tes interviews et tes émissions. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner. Allez, à la prochaine. Ciao. Il m'a dit petit, va faire un bisou.